Bonjour à tous les abonnés de votre choix. Jamais je n'aurais imaginé qu'en commençant un simple grand ménage du matin, juste pour surprendre ma femme, j'ouvrirais de mes propres mains la boîte de Pandore qui allait faire s'effondrer mon monde. Ce jour-là était un matin tout à fait ordinaire, et même plutôt agréable. C'était un vendredi, et j'avais posé un jour de RTT pour m'occuper de quelques affaires personnelles. Mon plan était de faire une petite surprise à ma femme pour son retour du travail, nettoyer la maison, faire la lessive et même préparer le dîner à l'avance. Je m'appelle Julien Moreau, j'ai 35 ans et je suis un employé ordinaire dans une société de logistique. Mon salaire n'est pas mirobolant, mais mon poste est stable. Ma femme, Chloé Dubois, a 32 ans et travaille comme comptable dans un cabinet d'architecture d'intérieur. C'est un travail stressant, mais avec des horaires réguliers. Nous sommes mariés depuis 5 ans et avons un fils, Léo, qui vient d'avoir 4 ans. Nous vivons dans un petit appartement, une famille unie. Sans être luxueux, notre quotidien était confortable et aux yeux des autres, nous incarnions l'image de la famille modèle. Mais qui peut voir les fissures silencieuses qui se forment dans l'intimité d'un mariage? Chloé avait beaucoup changé ces derniers temps. Ses retours tardifs se faisaient plus fréquents, tout comme les jours où elle prétextait des heures supplémentaires ou des rendez-vous avec des clients. Je lui faisais confiance. J'ai toujours pensé que Chloé était une femme sérieuse, incapable de faire des folies. Elle n'était ni une rêveuse, ni du genre à s'ouvrir facilement. Je me souviens qu'elle avait un jour éconduit un collègue d'un revers de main, simplement parce qu'elle ne le sentait pas. À l'époque où nous sortions ensemble, elle m'avait dit « J'aime les choses claires. Quand on est mari et femme, on ne doit rien se cacher. » Ces mots étaient devenus le fondement de ma confiance en elle. Même quand elle a commencé à moins parler, même quand elle se tournait pour dormir, même quand les étreintes tendres sont devenues un privilège rare et suranné. Ce matin-là, après avoir déposé Léo à l'école maternelle, je suis rentré à la maison, j'ai mis une musique douce et j'ai commencé le ménage. L'appartement n'était pas très sale, mais je voulais que tout soit impeccable. Après avoir épousseté, rangé les livres et vérifié le frigo, je me suis dirigé vers la machine à laver. Le panier à linge se trouvait à côté de notre chambre. Je me suis assis et j'ai commencé à trier le linge, pièce par pièce. Le blanc d'un côté, les couleurs de l'autre, les sous-vêtements, les chaussettes, tout était normal. Jusqu'à ce que je prenne la veste fine de couleur beige clair de ma femme. C'était celle qu'elle avait portée la veille. En la mettant de côté pour la laver plus tard, j'ai senti une lourdeur dans une des poches, comme si quelque chose s'y trouvait. J'ai glissé ma main dans la poche droite, vide. Je suis passé à la poche gauche. J'ai senti quelque chose de doux, enveloppé dans un mouchoir en papier. Pensant que c'était un mouchoir usagé, je m'apprêtais à le jeter à la poubelle quand j'ai perçu une sensation humide et collante. Un mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai déplié le mouchoir avec précaution. À l'intérieur, il y avait un préservatif usagé. C'était indubitable. Un préservatif taché de sécrétions séchées, négligemment enveloppé dans 2 épaisseurs de papier et fourré dans la poche de sa veste. Ma première réaction ne fut pas la colère, mais un haut-le-cœur. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis effondré sur place. Mes mains tremblaient, comme si j'avais la grippe, et une seule question tournait en boucle dans ma tête. Pourquoi est-ce dans la veste de ma femme? Chloé n'est pas du genre à jeter ses déchets n'importe où. Si nous l'avions utilisée ensemble pour nous protéger, elle n'aurait eu aucune raison de cacher un préservatif usagé dans sa poche. De plus, nous n'avions pas eu de rapport depuis plus d'1 mois. J'ai serré le mouchoir dans ma main, puis l'ai relâché sans force. Je ne savais plus si c'était mes mains ou mon cœur qui tremblait. Je suis resté assis là, devant la machine à laver, hébété, comme un homme perdu. Des centaines d'hypothèses ont traversé mon esprit, et je les ai réfutées une par une. Elle ne l'a pas ramassé. Quelqu'un d'autre n'a pas pu le mettre là par erreur. Ce n'est pas un accident. Je voulais nier, mais c'était la réalité. En regardant le mouchoir dans ma main, j'ai eu envie de crier, mais le visage de Léo, qui m'avait dit ce matin avec un grand sourire « Papa, demain au supermarché, tu m'achètes un pain au chocolat ?» m'est revenu en mémoire. Ma gorge s'est nouée. Je ne pouvais pas faire de scandale. Laisser exploser mes émotions ne ferait que tout détruire. Je devais découvrir la vérité avant d'agir. Mais le plus déchirant, c'est qu'une partie de moi était déjà convaincue de son infidélité. Ce que j'allais faire désormais,
Ce n'était pas pour savoir si elle me trompait ou non, mais pour découvrir qui était son amant et depuis quand cela durait. J'ai réenveloppé le mouchoir, je l'ai mis dans un sac en plastique à part, et comme si de rien n'était, j'ai mis le reste du linge dans la machine. Ce soir-là, Chloé est rentrée plus tard que d'habitude. Elle avait une réunion avec un client, disait-elle. Elle a ouvert la porte d'entrée comme d'habitude et a même souri. Oh, pourquoi la maison est si propre aujourd'hui? On pourrait se voir dans le parquet. J'ai esquissé un sourire vide et j'ai répondu. J'étais en congé aujourd'hui, alors j'en ai profité pour ranger un peu. Elle a retiré sa veste et l'a posée sur le canapé. Je la fixais comme une pièce à conviction, mais Chloé ne semblait ni le remarquer ni s'en soucier. Elle est allée dans la salle de bain, a pris une douche rapide, puis s'est allongée à côté de notre fils. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pendant que ma femme et mon fils dormaient profondément à côté de moi, je fixais le plafond, n'entendant que le tic-tac de l'horloge. Chloé respirait calmement et doucement, comme une personne sans aucun poids sur la conscience. Je me suis tourné silencieusement pour cacher mon visage que les larmes commençaient à mouiller. Et je me suis fait une promesse. Dès demain, je commencerai ma propre enquête pour découvrir ce que la femme que j'avais aimée pendant toutes ces années me cachait. À partir du moment où j'ai trouvé le préservatif dans la poche de la veste de ma femme, tout mon univers s'est brisé. Et étrangement, je n'ai pas hurlé ni explosé de colère comme dans les films. Je me suis simplement muré dans un silence effrayant. Ce soir-là, au dîner, j'ai mangé avec Chloé et Léo, j'ai retiré les arêtes du poisson pour mon fils et j'ai posé les quelques questions habituelles. Chloé semblait joyeuse et ne montrait aucun signe étrange. Elle m'a même parlé d'un nouveau collègue, jeune et dynamique, qui venait d'arriver dans son entreprise. Elle a ri plus que d'habitude, mais chacun de ses rires était comme une aiguille qui se plantait dans mon cœur. Le soir, pendant que Chloé prenait sa douche, j'ai essayé, comme je le faisais parfois, d'ouvrir son téléphone. Il était verrouillé par empreinte digitale. Autrefois, nous partagions nos codes, mais elle avait dû le changer récemment. Quand je lui avais posé la question, elle avait répondu « Le directeur nous a demandé de renforcer la sécurité à cause des données financières des clients. » Je l'avais cru à l'époque, mais je réalisais maintenant qu'il y avait des données bien plus importantes que celles des clients. Après que notre fils fut endormi, je me suis allongé à côté de Chloé et j'ai doucement posé ma main sur son épaule. Elle ne m'a pas repoussé, mais n'a pas réagi non plus. J'ai cherché la chaleur familière du corps de la femme que j'aimais, mais je n'ai senti qu'une distance invisible. Elle s'est tournée vers le mur et s'est endormie rapidement. Et moi, j'ai passé une nuit blanche. Les yeux grands ouverts, fixant le plafond, mon esprit était assailli par des centaines de questions. Depuis quand était-elle devenue si douée pour me mentir? Comment pouvait-elle me trahir et ensuite s'endormir si paisiblement en serrant notre fils dans ses bras? Ou bien était-elle si naïf et stupide que je n'avais remarqué aucun des signaux d'alarme? J'ai commencé à repasser en revue les moindres changements. Récemment, Chloé avait changé de parfum. Ce n'était plus le discret parfum de jasmin, mais une fragrance plus capiteuse et sensuelle. Quand je lui avais fait la remarque en plaisantant, elle avait simplement ri en disant « J'avais fini l'ancien, j'ai pris le premier qui venait ». Je n'avais eu aucun soupçon. Je lui faisais confiance. Elle avait aussi commencé à se maquiller avec plus de soin à chaque sortie, surtout les jours de rendez-vous avec des clients. Une fois, j'avais trouvé dans son sac une paire de talons hauts que je n'avais jamais vus. Elle m'avait dit les avoir empruntés à une collègue. J'avais pris ça pour argent comptant et n'avais pas posé plus de questions. Mais maintenant, tous ces détails me lacéraient le cœur, laissant des cicatrices sanglantes que personne ne pouvait voir. Le lendemain matin, j'ai attendu que Chloé et Léo partent pour passer à l'action. J'ai allumé sa vieille tablette, celle que nous utilisions ensemble au début de notre mariage et qui ne servait presque plus. J'espérais y trouver le moindre indice. Étonnamment, bien qu'inutilisé depuis longtemps, son compte Facebook était toujours connecté. Ce n'était pas son compte principal, mais un compte secondaire avec un nom qui m'était totalement inconnu. La photo de profil était une rose rouge. Il y avait peu d'amis, mais les messages échangés étaient innombrables, surtout avec un homme nommé Thomas Lefebvre. D'une main tremblante, j'ai ouvert leur conversation. Le message le plus récent datait de la veille. Mais cette robe rouge aujourd'hui. Je suis complètement fou de toi dans cette tenue. Chloé avait répondu. Elle est un peu courte, et si quelqu'un nous voit. Tant que moi, je te vois,
C'est tout ce qui compte. Je suis resté figé sur place. J'ai fait défiler vers le haut pour lire les messages plus anciens. Le contenu était encore plus choquant. Depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai eu envie de te prendre dans mes bras. Quand tu m'as embrassé pour la première fois, je me suis senti rajeunir. Quand je suis avec toi, je ne pense à rien d'autre. C'est comme s'il n'y avait que nous deux, sans mari ni enfant. Je ne pouvais plus lire. Mes mains ont perdu leur force, ma gorge était en feu. Ma femme, celle qui, je le croyais, se sentait en sécurité dans mes bras, voulait maintenant devenir une autre dans les bras d'un autre homme. Elle voulait rajeunir, oublier ses responsabilités, vivre comme une adolescente découvrant l'amour. Et moi, alors, et notre Léo? À ce moment-là, je ne savais pas si je devais ressentir de la colère, de la haine ou de la pitié. La colère de la trahison, la haine d'avoir été trompé, et la pitié pour moi-même, qui avait tant aimé une personne sans même savoir depuis quand j'avais été abandonné. J'ai refermé la tablette, sans plus rien toucher. Mais dans ma tête, ma décision était prise. Je devais découvrir qui était ce type, où il était et ce qu'il faisait. Je devais savoir comment j'étais devenu le clown de ma propre maison. Ce soir-là, j'ai discrètement téléchargé une application de suivi GPS. C'était une application couramment utilisée pour surveiller les enfants ou la famille, capable de suivre la position d'un téléphone en temps réel. Pendant que Chloé se lavait les cheveux, j'ai prétexté avoir besoin de quelque chose dans la salle de bain, j'ai pris son téléphone posé sur l'étagère. Sans qu'elle s'en aperçoive, j'ai utilisé son doigt pour déverrouiller le téléphone avec son empreinte. L'application s'est installée en 30 secondes, se dissimulant parfaitement sans laisser de traces. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. À cet instant, la vérité était plus importante pour moi que l'intimité. Cette nuit-là encore, j'ai veillé. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de la tristesse, mais pour me préparer. J'avais l'impression d'être un acteur non désiré dans un film dont ma femme était la réalisatrice. Je devais connaître le scénario suivant, savoir qui était le personnage principal, et s'il restait une place pour moi dans cette histoire. Alors que Chloé dormait profondément à côté de moi, je l'ai doucement recouverte. J'ai regardé ce visage familier, ses lèvres qui m'avaient rendu fou d'amour, ses yeux qui m'avaient fait croire en elle sans l'ombre d'un doute. Je ne la haïssais plus, elle m'était simplement devenue étrangère. C'était comme si la personne allongée à côté de moi avait l'apparence de Chloé, mais un cœur complètement différent. J'ai déposé un léger baiser sur le front de mon fils. Dans l'obscurité, j'ai murmuré « Mon fils, si un jour papa et maman ne vivent plus ensemble, papa sera toujours là pour toi. » Toujours. Léo s'est retourné, a enfoui son visage dans ma poitrine et s'est endormi paisiblement. J'ai serré sa main. Quoi qu'il arrive, je ne pouvais pas le perdre. Et je ne pouvais pas non plus rester l'idiot qui ne savait rien. Demain, la traque commencerait. Cette fois, je ne resterai pas les bras croisés. Je devais savoir, et je devais voir de mes propres yeux. Parce que je ne voulais pas, plus tard, quand mon fils serait grand et me demanderait « Papa, est-ce que maman t'aimait avant ?» répondre par un hochement de tête en retenant mes larmes. Dès le jour où j'ai installé l'application de suivi sur le téléphone de Chloé, j'ai eu l'impression de vivre dans deux mondes. D'un côté, celui du mari attentionné qui partait au travail à l'heure, jouait avec son enfant le soir et échangeait des banalités avec sa femme. De l'autre, celui de l'homme qui suivait silencieusement chacun de ses pas et décelait le moindre signe suspect. Je ne savais pas ce que je devais ressentir. J'avais l'impression de trahir moi-même quelque chose. Le nom de couple, ou la confiance, des choses qui m'avaient été si sacrées. Mais à chaque fois, le préservatif dans la poche de la veste et les messages passionnés entre Chloé et ce Thomas me revenaient en mémoire. Alors, toute hésitation en moi disparaissait. Je ne cherchais plus la justice ou la morale, je cherchais simplement la vérité pour moi et pour mon fils. Les 3 premiers jours, le suivi GPS n'a rien révélé d'anormal. Chloé partait toujours au travail à 7h30 et rentrait vers 10 à 8 heures. Son emploi du temps était régulier, sans aucun détour suspect. J'ai commencé à douter de moi-même, et si je m'étais trompé sur son compte? Et si ce préservatif avait été placé là intentionnellement par quelqu'un pour lui nuire? Non, je ne pouvais plus me chercher d'excuses. Plus je pensais ainsi, plus je me sentais faible. J'avais besoin de preuves irréfutables. Le 4e jour, alors que j'étais en réunion au bureau, j'ai reçu une notification sur mon téléphone. Chloé avait quitté son bureau à 13h30.
Sa position s'était arrêtée dans un petit hôtel, dans une ruelle de Saint-Ouen, assez loin de son lieu de travail. Chloé ne m'avait pas dit qu'elle avait pris un après-midi de congé, ni ne m'avait prévenu de sa sortie. J'ai prétexté une urgence, j'ai quitté le bureau et j'ai conduit comme un fou sous le soleil de plomb. Mon cœur battait à tout rompre, et malgré la chaleur étouffante de Paris, mes mains étaient glacées. Je me suis garé au coin de la ruelle, j'ai coupé le moteur et j'ai observé la situation de l'intérieur de ma voiture. L'hôtel était niché au fond d'une petite allée, sa façade était délabrée et son enseigne décolorée passait presque inaperçue. C'était clairement le genre d'endroit où l'on loue des chambres à l'heure pour pas cher. En voyant le panneau « Chambre pour 3 heures, 40 €, mon cœur s'est serré. J'ai vérifié à nouveau la position sur mon téléphone. Elle était toujours localisée précisément au 2e étage de cet hôtel. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ajusté mon masque et je suis entré. Au comptoir, une jeune employée, la tête baissée, jouait sur son téléphone. J'ai demandé, en hésitant, « Excusez-moi, j'attends un ami. » Il m'a dit qu'il était déjà monté. « Est-ce que quelqu'un vient d'arriver dans la chambre 302 ?» L'employé m'a jeté un regard et a répondu nonchalamment, « La 302. Un couple est arrivé vers 14 heures pour 2 heures. Si c'est votre ami, vous devez l'attendre en bas. Vous ne pouvez pas monter. » J'ai hoché la tête. Mon esprit était un écheveau de filles emmêlées. Je ne savais pas si la personne dans la chambre était vraiment Chloé, mais le GPS ne mentait pas. J'ai vérifié l'application avec soin. La marge d'erreur n'était que de 5 mètres. Pendant que je me tenais là, près du comptoir, le cœur au bord de l'explosion, que faisait la femme que j'appelais mon épouse à l'étage? J'ai entendu des bruits de pas dans l'escalier, et je me suis rapidement caché derrière un pilier décoratif. À travers l'interstice, j'ai vu un homme d'environ 35 ans descendre le premier. Il avait une carrure sportive, portait une chemise à manches courtes, et ses cheveux étaient coiffés au gel. Il a regardé autour de lui, a rajusté sa ceinture, puis est sorti directement. Je n'ai vu que son profil, donc je ne pouvais pas dire exactement qui c'était, mais il ne m'était pas inconnu. Quelques minutes plus tard, Chloé est descendue. Elle portait une robe rouge, ses cheveux étaient détachés, ses lèvres étaient carmin et ses yeux brillaient comme si elle venait de se remaquiller. C'était une toute autre personne que la femme discrète de la maison, je l'ai à peine reconnue. Chloé n'a pas regardé autour d'elle, elle n'avait pas l'air anxieuse. Elle s'est juste dirigée d'un pas rapide vers la rue et est montée dans un Uber qui l'attendait déjà. J'ai rapidement sorti mon téléphone et l'ai prise en photo de dos. On ne voyait pas son visage, mais la robe, la démarche, la coiffure, tout correspondait. Même après son départ, je suis resté longtemps sur place. Il ne restait plus de douleur dans mon cœur, seulement un vide immense. Tout ce que j'avais essayé de couvrir, d'ignorer, était maintenant exposé au grand jour. Ma femme avait vraiment couché avec un autre homme. En plein jour, à l'heure même où je travaillais dur pour subvenir aux besoins de cette famille, je suis retourné au comptoir et j'ai réussi à articuler d'une voix neutre. « Ah, ce n'était pas mon ami. Je me suis trompé d'hôtel. Merci. » Et j'ai tourné les talons. Mes pas pesaient une tonne. Alourdi par l'effondrement de la confiance de toute une vie, j'ai repris ma voiture. Je suis rentré à la maison. Et après être resté un long moment assis dans la voiture, j'ai fini par rentrer. Chloé est rentrée environ 1 heure après moi. Elle a ouvert la porte en souriant légèrement. « Je suis tellement fatigué, aujourd'hui. Le directeur m'a demandé d'aller voir des échantillons de meubles jusqu'au champ. Élysée. » J'ai hoché la tête sans rien dire. Elle a changé de vêtements et est allée dans la cuisine pour réchauffer le repas. En la regardant de dos, j'ai pensé, qui est cette femme? Est-ce que la personne qui prépare le repas pour son enfant et celle qui, il y a moins de 2 heures, était dans un hôtel avec un autre homme, sont la même personne? Comment peut-elle être si naturelle? Comment peut-elle vivre 2 vies en même temps, comme si de rien n'était? J'avais l'impression de vivre dans un scénario écrit par ma femme. Ce soir-là, quand Chloé s'est endormie profondément, j'ai rouvert l'application de suivi et j'ai fait une capture d'écran de la photo de ma femme, quittant l'hôtel, avec les informations de localisation. Sur mon ordinateur, j'ai créé un dossier secret intitulé « Vérité ». Je savais que je ne pouvais pas tout garder dans ma tête. Je devais enregistrer, sauvegarder, organiser, pas pour la vengeance, mais pour ne pas oublier. Je ne la confronterai pas tout de suite. J'ai besoin de plus de preuves.
Je dois comprendre clairement la nature de la relation entre elle et cet homme. Est-ce un simple coup de folie ou une liaison qui dure depuis des mois? Je ne serai plus un idiot. J'attendrai, je suivrai. Et le moment venu, je lui poserai une seule question. Chloé, quand tu étais allongée à côté de cet autre homme, est-ce qu'il te restait, ne serait-ce qu'un instant, un peu d'amour pour moi? Mais c'était pour plus tard. Pour l'instant, dans la chambre sombre, assis à côté de mon fils endormi, je me suis fait une promesse. Ce n'est que le début de la vérité. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas découvert l'intégralité de la face cachée de ce mariage. Cet après-midi où j'ai vu Chloé sortir de l'hôtel, je pensais avoir atteint le fond de la souffrance. Mais j'ignorais qu'il y avait plusieurs niveaux à la douleur. Moi qui me vantais de connaître ma femme par cœur, j'étais maintenant entraîné dans les abysses les plus profonds de la vérité, où chaque nouvelle découverte était une lame qui me transperçait le cœur. Les jours suivants, j'ai vécu comme un fantôme dans ma propre maison. Je ne parlais plus à Chloé comme avant, je ne lui demandais plus où elle allait ni ce qu'elle faisait. Elle mentait régulièrement, prétextant le travail, rentrait à l'heure et jouait avec Léo comme une mère modèle. Seul moi n'étais plus le même. Je forçais mes sourires, répondais par monosyllabes et évitais constamment son regard pour ne pas avoir à affronter cette femme qui jouait si bien son rôle. Mais je savais que les soupçons ne suffisaient pas. Je devais savoir plus clairement quelle était la nature exacte des sentiments entre Chloé et cet homme. Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, j'ai rouvert la vieille tablette que j'avais déjà consultée. Le compte secondaire de Chloé sur Facebook était toujours connecté, mais tous les messages avaient disparu. Elle avait dû tout supprimer. Déçu, je n'ai pas abandonné. Je me suis dit qu'une femme, si passionnément amoureuse, ne pouvait pas se contenter d'un seul compte pour communiquer. Même la plus secrète des femmes a besoin d'un espace pour déverser ses mots d'amour. J'ai ouvert le navigateur Internet et j'ai consulté l'historique des visites. Parmi les liens, il y en avait un, inconnu, qui menait à une application de messagerie anonyme. Le genre d'application très en vogue qui ne laisse aucune trace de données sur l'appareil. J'ai cliqué sur le lien et je me suis connecté avec l'adresse email par défaut de Chloé, qui était enregistrée. Comme je m'y attendais, des dizaines de messages sont apparus. Pas de nom d'expéditeur, juste un code d'identification, mais le contenu était sans équivoque. Thomas, mon amour, on peut se voir un peu plus tôt demain? Tu me manques tellement. J'ai une réunion demain matin. Je ne pourrai m'échapper que vers l'heure du déjeuner. Retrouvons-nous, là où on a l'habitude. J'ai tellement envie de sentir tes bras autour de ma taille fine. Si nous n'avions ni mari ni enfant, serions-nous plus heureux? Ne dis pas serions-nous. Je sais que nous le serions, c'est une certitude. Dansez ça. Aisé, je lisais, en ressassant chaque ligne, les mains si crispées que mes veines ressortaient. Ma femme ne m'avait pas seulement trahi physiquement, mais aussi sentimentalement. J'ai réprimé mes émotions et j'ai continué à chercher. Dans une autre conversation, elle parlait de moi. Julien est un homme bon. Il aime son fils. Il ne boit pas, ne fume pas, ne dit jamais de gros mots. Mais je ne ressens plus rien pour lui. C'est comme si je vivais chez un étranger. Je n'arrivais pas à croire que la femme qui avait pleuré lors de ma demande en mariage, qui m'avait dit que j'étais son refuge, me considérait maintenant comme un étranger. Devais-je blâmer son indifférence ou me blâmer moi-même de ne pas avoir remarqué que son amour s'éteignait? J'ai détourné les yeux de l'écran. Je me suis levé et je suis allé sur le balcon pour prendre de profondes inspirations afin de garder mon calme. Dehors, les lampadaires projetaient une lumière jaune diffuse et une brise légère soufflait. La fenêtre des voisins était encore allumée et de faibles rires s'en échappaient. J'ai soudain ressenti un isolement terrible. J'avais l'impression que le monde entier menait une vie paisible, tandis que moi seul dérivais avec un secret inavouable. J'ai pensé à mes parents, qui ont travaillé toute leur vie à la campagne pour leurs enfants. Quelle douleur ressentiraient-ils s'ils apprenaient que leur fils avait été si misérablement trahi par sa femme? Mais ce que je craignais le plus, ce n'était pas leur douleur, mais le regard de mon fils. Cet enfant qui, chaque matin, gazouillait « Maman, maman, aujourd'hui je mets mon costume de Superman ». Si un jour il apprenait que sa mère n'aimait plus son père, son petit cœur pourrait-il le supporter? Le lendemain, j'ai continué discrètement mon suivi GPS. Chloé est partie au travail à l'heure et ne s'est arrêtée nulle part d'inhabituel. Mais le soir, alors qu'elle était dans la salle de bain,
J'ai pris son téléphone et j'ai essayé quelques codes de déverrouillage simples. Étonnamment, le code était l'anniversaire de notre fils. Le téléphone s'est déverrouillé et je suis allé dans un dossier caché de l'album photo. Il y avait quelques photos prises discrètement dans un café. Chloé et un homme étaient assis très près l'un de l'autre. On ne voyait pas bien leur visage, mais sous la table, leurs mains étaient fermement enlacées. Une autre photo les montrait sortant d'un ascenseur. La main de l'homme était posée légèrement sur la taille de Chloé. Ce genre de photo ne pouvait avoir été prise que par elle-même. Je connaissais bien cette posture, ce regard, ce type de sourire. Ce n'était pas la Chloé des repas de famille. C'était l'image d'une femme vivant une autre vie. J'ai fait des captures d'écran de toutes les photos, je les ai transférées sur mon téléphone, puis j'ai effacé l'historique de consultation pour que Chloé ne s'en aperçoive pas. Ce soir-là, allongé à côté d'elle, une petite notification a vibré sur son téléphone. Un message est apparu à l'écran. Thomas Lefebvre, bonne nuit mon amour. Chloé s'est tournée, a jeté un coup d'œil furtif à l'écran, puis l'a rapidement éteint. J'ai fait semblant de dormir, les yeux fermés, mais mon cœur était comme un trou béant. On dit que l'amour, c'est la confiance. J'y ai cru, moi aussi, de tout mon être, et maintenant, cette confiance était devenue une lame tranchante qui blessait, morceau par morceau, l'orgueil d'un mari. Je n'espérais plus son retour. Il ne me restait qu'un seul objectif, retrouver ce Thomas, celui qui avait creusé en secret une brèche dans mon mariage, laissé l'odeur d'un autre homme sur la peau de ma femme, et s'était lavé les mains, comme si de rien n'était. Qui était-il? Un collègue? Un client? Un vieil ami? Je devais savoir. Si ce n'était qu'un homme de passage, je le mépriserais. Mais s'il l'avait approché avec un plan, délibérément, alors je devais me préparer à l'affrontement. Pas pour me battre par jalousie, mais pour retrouver mon honneur, et les droits d'un père et d'un mari qui ne méritaient pas d'être poignardés dans le dos de la sorte. J'ai rouvert les photos et j'ai examiné les détails attentivement. Sur la photo prise au café, le nom de l'établissement était visible, bien que flou, en arrière-plan. J'ai noté ce nom et je l'ai cherché sur une application de cartographie. C'était un café situé dans un quartier résidentiel, près du bureau de Chloé. Je l'ai marqué et j'ai décidé d'y aller le lendemain. Peut être que je le rencontrerai, peut être que j'en apprendrai plus. Ce soir, je continuerai à jouer mon rôle. Le rôle du mari attentionné et du père modèle, jusqu'à ce que cette pièce de théâtre s'achève sur une vérité irréfutable. Le lendemain matin, dès que Chloé a quitté la maison, je me suis changé et j'ai immédiatement pris la voiture pour me rendre au café nommé Le Coin Secrète. C'était le nom que j'avais distingué sur la photo, enregistrée dans le téléphone de ma femme. Le café était niché dans un quartier résidentiel calme, à moins de 2 kilomètres du bureau de Chloé. C'était un petit espace décoré dans un style vintage, avec quelques tables en bois près des fenêtres. Je suis entré et j'ai choisi une place dans un coin, à l'abri des regards. J'ai commandé un café noir et je me suis assis en silence, observant attentivement les visages des clients qui entraient et sortaient. Au début, je n'avais pas de grands espoirs. Chloé et cet homme auraient pu se rencontrer une ou deux fois et changer d'endroit. Mais vers 9 heures du matin, la porte du café s'est ouverte et un homme est entré. J'ai tout de suite reconnu l'homme à la chemise blanche que j'avais vu sortir de l'hôtel. Grand, les épaules larges, les cheveux courts et soignés, la peau mate. Il n'était pas d'une beauté classique, mais il dégageait une masculinité certaine. Le genre d'homme qu'une femme mariée pourrait trouver rafraîchissant. Il a commandé un latte glacé et s'est assis à la table exacte que l'on voyait sur la photo de Chloé. Plus besoin de spéculer. C'était lui. J'ai essayé de rester calme et j'ai caché mon visage derrière un journal. 15 minutes plus tard, Chloé est arrivée. Je me suis figé. Elle portait une chemise blanche et une jupe noire moulante, un maquillage léger et les cheveux attachés en un chignon bas. Une tenue sobre mais suffisante pour donner l'impression qu'elle se préparait pour un rendez-vous sérieux. Elle s'est assise à côté de lui et, sans dire un mot, a souri légèrement et lui a pris la main sous la table. Il ne se souciait de personne autour d'eux. Pour les autres, il ressemblait à un couple ordinaire. Mais pour moi, c'était une gifle à tout ce que j'avais construit. J'ai sorti mon téléphone, en m'assurant que mes mains ne tremblent pas, et j'ai pris quelques photos de loin. En quelques secondes, j'avais suffisamment de preuves pour gagner n'importe quel procès. Mais je ne me suis pas précipité.
Je devais en savoir plus sur lui. J'ai attendu qu'il parte. Chloé est retournée à son bureau et lui a marché vers sa voiture garée à proximité. La plaque d'immatriculation m'était inconnue. Ce n'était pas une plaque de Paris. J'ai pris la plaque en photo et j'ai utilisé un service de recherche en ligne. Le résultat est tombé immédiatement. Le propriétaire du véhicule était Thomas Lefebvre, né en 1987, originaire de la région de Lyon. Son adresse actuelle était un studio dans un appart-hôtel à Paris. Cet homme avait une famille, et pourtant, il séduisait ma femme sans vergogne, se faisant passer pour un célibataire solitaire et lui murmurant des mots doux et empoisonnés à l'oreille. En parcourant quelques publications de plus, j'ai remarqué que récemment, il publiait souvent des statuts du type « libre quand on est en déplacement ». Et à chaque fois, sa femme laissait des commentaires affectueux. Elle ne savait rien. Je ne savais pas si je devais la plaindre ou me dire qu'elle n'était qu'une autre version de moi-même, une personne trahie qui l'ignorait encore. J'ai sauvegardé toutes les informations, photos, adresses, liste d'amis. Le soir, quand Chloé est sortie de la douche, je lui ai demandé d'une voix douce « Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Tu rentres souvent tard. » Chloé, sans paraître surprise, a simplement souri et a dit « On a beaucoup de travail dans l'équipe en ce moment. On a 3 nouveaux clients, et il n'y a que des urgences. Et tu sais comment est le directeur, il est super méticuleux. » J'ai hoché la tête et n'ai rien dit de plus. La capacité de ma femme à mentir commençait à me donner la chair de poule. Pas une hésitation dans son regard, son geste, son ton. C'était fluide. Je n'arrivais pas à croire que la femme qui avait dormi à mes côtés pendant 5 ans, qui avait veillé avec moi pour s'occuper de notre enfant, qui avait pleuré sur mon épaule à la mort de ma mère, pouvait maintenant jouer une comédie aussi parfaite. Je la regardais, cherchant dans ses yeux un vestige de la Chloé d'autrefois, mais je ne voyais rien d'autre qu'un masque si familier. J'ai pensé à cet homme, Thomas Lefebvre, un homme qui avait une famille, un enfant, et qui détruisait celle des autres. Je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi mauvais. Ce n'était pas un simple amant, c'était un prédateur, doué pour exploiter la solitude des femmes mariées, leur faire miroiter l'illusion de l'amour, puis s'enfuir lorsque la vérité éclatait. Mais je ne le laisserais pas s'enfuir. Je devais lui faire comprendre ce que c'était que d'être trahi, mais pas en faisant un scandale, aveuglé par la jalousie, et en blessant mon enfant. Il fallait une autre méthode, silencieuse mais suffisamment douloureuse. Cette nuit-là, j'ai créé une adresse email anonyme et j'ai rédigé un message à envoyer à sa femme en y joignant toutes les photos que j'avais prises, l'adresse de l'hôtel, le contenu des messages. Son compte Facebook affichait son adresse email car elle gérait une boutique en ligne. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je l'ai juste sauvegardé dans mes brouillons. J'avais besoin du bon moment, d'une information supplémentaire qui rendrait mon attaque plus précise. En même temps, je pensais à autre chose, déposer les papiers du divorce. Mais avant cela, je devais être sûr d'obtenir la garde de Léo. J'ai donc commencé à préparer discrètement les documents et à demander conseil à un ami proche qui est avocat. Je sais que Chloé aime Léo, mais elle vit actuellement dans un monde de mensonges. Je ne pouvais pas laisser mon fils grandir entre des adultes qui ne se faisaient pas confiance. Le lendemain, quand Chloé est partie au travail, j'ai vérifié grâce au suivi GPS qu'elle s'était de nouveau rendue dans ce vieil hôtel. Cette fois, je n'y suis pas allé. J'ai juste sauvegardé l'heure, la localisation et une photo du message qu'elle avait reçu le matin. Mon amour, arrive avant moi. Je monte tout de suite. C'était suffisant. Toutes les pièces du puzzle s'assemblaient. Il ne me restait plus qu'une seule question en tête. Si elle était découverte, que ferait-elle ? Et si elle se mettait à genoux, en pleurant, pour me demander pardon, que ferais-je ? Mais la réponse était probablement déjà fixée dans mon esprit depuis le jour où j'avais ouvert cette veste et vu la trahison, enveloppée dans un mouchoir froissé. Je ne me souviens plus combien de jours se sont écoulés depuis que j'ai découvert la vérité. Chaque matin, en ouvrant les yeux, mon cœur s'alourdissait un peu plus. Chaque pas de ma femme quittant la maison était comme une lame qui me tailladait silencieusement le cœur. Certaines nuits, allongé à côté de Chloé, je me retournais pendant des heures. En écoutant sa respiration régulière, mon esprit flottait dans un vide glacial. J'essayais de garder mon calme, de ne pas me mettre en colère, de ne rien laisser paraître, de ne pas laisser mes émotions prendre le dessus sur ma raison.
Mais il y a un moment où une personne ne peut plus jouer la comédie. Je savais que ce jour approchait. Et cette nuit-là, après une semaine où Chloé avait fait des heures supplémentaires tous les soirs, après avoir accumulé suffisamment de photos, de messages, de localisations et même d'enregistrements audio de leur conversation au café, j'ai décidé de ne plus attendre. J'ai attendu que Léo soit profondément endormi. J'ai mis une musique douce dans le salon et je me suis assis sur le canapé, appelant Chloé. Elle sortait juste de la salle de bain, les cheveux mouillés, vêtue d'un t-shirt ample et d'un short. Elle tenait son téléphone à la main, faisant défiler l'écran en marchant. J'ai dit d'une voix douce mais ferme, « Il faut qu'on parle ». Chloé a levé la tête, un peu surprise. Elle s'est assise sur le canapé en face, a posé son téléphone à côté d'elle et m'a regardé d'un air interrogateur. « Qu'est-ce qu'il y a de si sérieux ?» a-t-elle demandé, s'efforçant de garder une voix douce. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Dans ce regard qui m'avait autrefois apporté la paix, je ne voyais plus que de la méfiance. Je n'ai pas fait de longs discours. J'ai posé une enveloppe devant elle. À l'intérieur, il y avait les photos d'elle assise à côté de Thomas au café, les photos d'elle sortant de l'hôtel, les messages avec mon amour et les informations de localisation, avec les dates et heures précises. Chloé ne l'a pas ouverte tout de suite. Elle m'a regardé. Sans changer d'expression, elle a lentement passé les photos une par une. J'ai vu sa main trembler légèrement, mais elle a gardé un calme effrayant. Après avoir regardé la dernière photo, elle a relevé la tête. Le contour de ses yeux était rouge, mais elle ne pleurait pas. Elle a demandé « Depuis quand tu m'espionnes ?» J'ai répondu « Depuis le jour où tu as oublié de jeter le préservatif que tu avais mis dans la poche de ta veste. » Chloé est restée silencieuse un long moment, puis a éclaté de rire. Un rire très léger, mais plein d'amertume. Alors, c'est à cause de ça que tout ça est arrivé. J'ai baissé la voix et j'ai dit « Non, c'est parce que tu m'as trahi. Moi, Léo, et cette famille que j'essayais de protéger. » Chloé m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle ne pleurait toujours pas. « Tu es un bon mari. Je le sais. Je ne l'ai jamais nié. Mais je ne ressens plus rien pour toi. » J'étais sans voix. Je m'y attendais. Mais l'entendre de sa propre bouche m'a donné l'impression que mon cœur s'arrêtait. J'ai demandé « Alors, pour cet homme qui a une femme et un enfant, tu ressens quelque chose ?» Chloé a secoué la tête. Qu'il ait une femme ou non, ça m'est égal. Quand je suis avec lui, je me sens vivante, je me sens femme. À tes côtés, j'étais comme une ombre. Je l'ai regardée, je ne la reconnaissais plus. Ce n'était pas seulement son apparence, mais son cœur, ses valeurs, sa conception du mariage qui avait complètement changé. J'ai demandé « Alors, tu as si bien joué la comédie pendant toutes ces années ? Ces étreintes, ces dîners, ces moments où tu t'allongeais à côté de l'enfant, tout était faux ?» Chloé a secoué la tête. Le contour de ses yeux était toujours rouge. « Non, ce n'était pas faux. J'ai essayé, moi aussi. J'ai vraiment beaucoup essayé de t'aimer à nouveau. Mais ça n'a pas marché. Je ne voulais pas te trahir, mais je ne supportais plus de vivre dans une relation où il ne restait que le devoir. Tu es un homme bon, mais je ne pouvais pas t'aimer juste parce que tu étais un bon mari. » Ces mots ont eu l'effet d'une douche froide. Finalement, la gentillesse pouvait aussi être un crime, et être un homme bon pouvait aussi étouffer quelqu'un. Je me suis adossé au canapé. Je me sentais vidé de toute mon énergie. J'ai posé une dernière question. « Tu veux continuer à le voir ?» Chloé est restée silencieuse un long moment, puis a hoché la tête. Un mouvement faible, mais pour moi, c'était une réponse suffisante. Je me suis levé sans plus rien dire, et je suis entré dans la chambre. En fermant la porte, j'ai entendu derrière moi de faibles sanglots. Je ne savais pas si elle pleurait de regret, de remords ou simplement parce qu'elle avait été découverte, mais je ne voulais pas le savoir. Ce que je devais faire maintenant, c'était de ne pas tout gâcher par un accès de colère et de garder mon sang-froid. Je me suis allongé à côté de mon fils, écoutant sa respiration régulière. Une seule certitude subsistait dans mon cœur, je devais protéger cet enfant. Je devais obtenir la garde, par tous les moyens. C'est seulement avec moi qu'il pourrait grandir sans mensonge, dans un amour véritable, sans avoir à être témoin du froid glacial, qui s'était installé entre deux personnes qui s'étaient autrefois appelées mari et femme. Le lendemain, Chloé n'a pas pris de petit déjeuner. Elle a préparé ses affaires en silence, a dit à son fils de bien manger, puis est partie au travail comme d'habitude. Pas de larmes,
Pas de mots d'excuse, pas d'explication supplémentaire. Juste un silence effrayant, comme quelqu'un qui sait qu'une ligne irréversible a été franchie. J'ai regardé sa silhouette disparaître derrière la porte. Mon cœur ne me faisait plus aussi mal que la veille. J'étais juste vide, un mariage déjà mort, mais pas encore enterré. Je suis rentré, j'ai débarrassé la table et j'ai soigneusement rangé les photos de la veille dans un dossier. L'après-midi même, j'ai rencontré mon avocat et j'ai engagé une procédure de divorce, avec toutes les preuves de l'infidélité de Chloé. Je ne voulais pas faire de scandale, je voulais juste que tout se termine discrètement mais clairement. Et surtout, je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour obtenir la garde de Léo. Pour moi, mon fils était la seule raison pour laquelle je devais continuer à me battre malgré tout. Cette nuit-là, après que Chloé eut hoché la tête, je pensais que toutes mes émotions s'étaient taries. Je croyais être devenu assez fort pour gérer cette situation en homme rationnel et calme. Mais plus j'essayais de garder le silence, plus des questions sans réponse m'étouffaient. Chaque jour qui passait, la présence de ma femme dans cette maison était comme un rappel cruel de mon échec. L'échec d'un mari, d'un homme qui avait cru pouvoir garder sa femme à ses côtés par la seule force de son amour sincère. Chloé a continué à vivre à la maison, comme si de rien n'était. Elle ne m'adressait presque plus la parole, ne parlait ni du divorce, ni d'excuses, ni ne demandait à partir. Elle s'occupait toujours de Léo, préparait les repas et jouait avec lui en souriant. Et chaque fois qu'elle prenait Léo dans ses bras, je devais détourner la tête, tant la douleur était insupportable. Je ne savais pas si ses sentiments pour notre fils étaient encore sincères, ou si c'était le dernier lambeau de conscience qui lui restait après avoir couché avec un autre homme. Je faisais semblant d'être normal, mais mon corps ne me trompait pas. Je souffrais d'insomnie, mes repas étaient irréguliers, et j'ai perdu 3 kilos en 2 semaines. Mes amis s'inquiétaient, mais je me contentais de sourire en disant « C'est juste le stress du travail ». Mais je savais très bien que le vrai stress se trouvait à l'intérieur de cette maison que j'appelais mon foyer. Un samedi après-midi, j'ai emmené Léo au parc. Chloé n'est pas venue, prétextant avoir du travail au bureau. Quand mon fils et moi sommes rentrés, j'ai remarqué par hasard une écharpe en soie rouge accrochée au dossier du canapé. Elle n'appartenait pas à Chloé, et je ne l'avais jamais vue à la maison. Je me suis dirigé vers le balcon et je suis resté figé. Sur le balcon arrière, à l'abri du store, dans un coin, il y avait 2 tasses avec des restes de mousse de café et un cendrier contenant un mégot encore fumant. Chloé ne fume pas, je ne fume pas non plus. Personne ne fume dans cette maison. Mais ce mégot était là, comme une preuve évidente qu'un homme s'était tenu à l'endroit même où je me trouvais, qu'il avait respiré l'air de cette maison, marché sur le sol que je nettoyais chaque week-end et peu, être même embrassé la femme que j'appelais mon épouse. Une vague de colère m'a submergé. J'ai attendu le retour de Chloé, assis au milieu du salon, tenant toujours l'écharpe rouge à la main. Quand elle est entrée et m'a vu, elle s'est arrêtée un instant, puis a retrouvé son calme. J'ai brandi l'écharpe et j'ai demandé d'une voix brève « C'est à qui ?» Chloé n'a pas répondu. J'ai montré le balcon du doigt. Qui a fumé là-bas? Qui? Elle est restée silencieuse. Son visage s'est durci. Elle s'est mordu les lèvres et a détourné le regard. Je me suis approché d'elle. Ma voix s'est élevée. Tu as fait entrer cet homme à la maison? Dans cette maison que j'ai bâtie à la sueur de mon front? Dans cette maison où notre fils grandit chaque jour? Mais qu'est-ce que tu as fait, Chloé? Ma femme a éclaté en sanglots. Pour la première fois depuis qu'elle avait été découverte, elle a vraiment pleuré. Ce n'étaient pas des larmes d'excuses ou de fuite. C'était comme si tout en elle s'effondrait. Elle s'est agenouillée et a caché son visage dans ses mains. Je suis désolé. J'ai eu tort. Je n'ai pas pu l'arrêter. Je savais que c'était mal, mais je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai regardé cette femme qui sanglotait à mes pieds. Je ne ressentais pas de la colère, mais de la pitié. J'ai demandé, « Mais pourquoi en es-tu arrivé là? Par amour. Tu appelles ça de l'amour? » Chloé a relevé la tête. Ses yeux étaient tout gonflés. « Tu ne peux pas comprendre. À tes côtés, j'étais comme une machine. Faire la cuisine, m'occuper de l'enfant, faire le ménage, aller au travail. Tu es un homme bon, tu m'aimais, mais je n'étais plus moi-même. Mais avec Thomas, je pouvais rire, parler, je me sentais femme, aimée. Est-ce que tu as remarqué que j'avais changé de coiffure, que j'avais une nouvelle robe? Est-ce que tu m'as déjà prise dans tes bras sans raison? C'était toujours « Passe-moi ma chemise, n'oublie pas de fermer la porte à clé », le petit pleure.
Je vivais comme une ombre. J'ai ri. Un rire sec, comme le bruit de pantoufles traînant dans un couloir d'hôpital. Tu me reproches de ne pas t'avoir prise dans mes bras. Alors que tu enlaçais un autre homme, tu rejettes la faute de ton infidélité sur moi. Chloé s'est tue. Je me suis rassis et je l'ai regardé droit dans les yeux. Chaque mot était comme un clou planté. Je t'ai aimé à la folie. J'ai tout fait pour que tu puisses être à l'aise dans ton rôle de femme et de mère. Je rentrais tôt pour aller te chercher. Je faisais la lessive, la cuisine. J'ai même refusé une promotion pour passer du temps en famille. Tu crois que ce n'était pas dur pour moi? Tu crois que je ne me sentais pas seul? Mais je ne t'ai pas trompé. Parce que je pensais à mon enfant, à ma famille, à la femme que j'aimais. Mais toi, dès que tu t'es lassé de ton mari, au lieu d'essayer de réparer, tu n'as pensé qu'à détruire. Tu t'es jeté dans les bras d'un autre homme, puis tu es rentré comme si de rien n'était pour prendre ton enfant dans tes bras. Tu appelles ça de l'amour? Non, Chloé, c'est de l'égoïsme, de la trahison, de la cruauté. Chloé a caché son visage et a pleuré à chaudes larmes. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre, j'ai pris les papiers du divorce que j'avais préparés et je les ai posés sur la table. Signe, je n'ai plus besoin de tes excuses ni de ta comédie. Je n'ai besoin que de mon fils. Je ne le laisserai pas grandir avec une mère qui fait entrer des hommes à la maison en l'absence de son mari. Ma femme a parcouru les documents, figés. Ses mains tremblaient. J'ai dit froidement, j'ai les preuves de ton infidélité, photos, messages, et même des témoins si nécessaire. Si tu veux te battre pour la garde, je ne te ferai aucun cadeau. C'est toi qui l'as mise au monde, mais c'est moi qui l'ai élevée. L'enfant a besoin d'un environnement sain, pas d'un endroit où un autre homme prend sa place dès que sa mère s'absente quelques heures. Chloé a sangloté. Je ne mérite pas ça. Je ne peux plus te regarder en face. J'ai eu tort. Élève-le, toi. Laisse-moi juste le voir. Je n'ai pas répondu. J'ai pris un stylo, j'ai signé ma partie, et j'ai poussé les documents vers elle. Chloé a pris le stylo, mais ses mains tremblaient toujours, et ses larmes tombaient sur le papier. Après avoir signé, elle a posé sa tête sur la table et a pleuré comme si elle n'avait jamais pu le faire de toute sa vie. Et j'ai senti mon cœur s'alléger. Pas par libération, mais parce que j'avais enfin pu laisser partir quelqu'un dont le cœur était déjà parti. Cette nuit-là, je me suis endormi en tenant Léo dans mes bras. Mon esprit était plus léger que jamais. Chloé est restée longtemps assise sur le balcon, fumant 2 cigarettes volées quelque part. Je n'ai rien demandé, je ne m'en suis pas soucié. Elle était le passé, moi et mon fils étions le présent et l'avenir. Et je savais que demain, au lever du soleil, je commencerais une nouvelle vie, une vie sans elle, mais une vie qui serait assurément remplie des rires de mon fils. Après que Chloé eut signé les papiers du divorce, je pensais que tout était fini, mais j'ignorais que la vérité seule ne suffit parfois pas à faire prendre conscience à quelqu'un. Certaines personnes, même avec un pied dans l'abîme, croient pouvoir en ressortir si l'autre est assez faible pour pardonner. Chloé n'a pas dit qu'elle voulait annuler la procédure, mais elle est restée à la maison pendant plusieurs jours, attendant que le tribunal la contacte. Elle agissait discrètement et n'osait plus m'adresser la parole. Chaque matin, elle se levait tôt pour préparer le petit déjeuner de Léo, mais elle ne s'asseyait plus à table avec nous comme avant. Elle restait assise dans un coin de la table, observant silencieusement son fils manger, puis quitter la pièce avant que je ne sorte de la chambre. Je ne l'ai pas arrêtée. Je ne voulais pas faire d'histoire. Pour le bien de mon fils, encore trop jeune pour comprendre le mot terrible d'adultère, je voulais que tout se termine en silence. Mais j'ai réalisé que le silence n'est pas toujours le choix le plus sage. Chloé était toujours en contact avec Thomas. Je le savais, car l'application de suivi était encore installée. Je ne lisais plus les messages, je vérifiais juste la localisation. Plusieurs jours après avoir signé les papiers, elle se rendait toujours à ce même hôtel familier à l'heure du déjeuner, le rencontrait toujours, continuait ses rendez-vous comme si de rien n'était. Ce qui m'a surpris, ce n'était pas ce fait, mais le fait que Chloé ait recommencé à poster des photos personnelles sur le compte secondaire des réseaux sociaux qu'elle utilisait pour communiquer avec lui. Des photos de fleurs, de tasses de café, une photo de la moitié de son visage prise dans un taxi, et des légendes énigmatiques. Après la pluie, le beau temps, tant que le cœur bat, toutes les blessures guérissent. Je lisais chaque mot comme une déclaration de guerre. Ma femme ne pensait pas avoir tort, elle se considérait comme une victime.
Elle jouait le rôle de la victime dans l'histoire qu'elle avait elle-même provoquée. Je ne pouvais plus rester silencieux. Je devais faire comprendre à Thomas qu'on ne détruit pas une famille sans en payer le prix. Et je devais faire savoir à sa femme qu'elle était trahie et qu'elle avait le droit de choisir sa propre vie. Cette nuit-là, après que Léo se fut endormi, j'ai allumé mon ordinateur et je me suis connecté à mon compte email anonyme. J'ai joint toutes les preuves, les photos de Thomas et Chloé ensemble, les photos de l'hôtel, les enregistrements audio de leur conversation au café, et même les vidéos de la caméra de surveillance du couloir que j'avais obtenues en engageant quelqu'un. Toutes les données étaient clairement organisées avec les heures, les lieux et les détails. J'ai écrit une courte lettre, sans insulte ni reproche. Madame Martin, je suis Julien Moreau, le mari de Chloé. Les documents ci-joints sont ceux que j'ai rassemblés au cours des 2 derniers mois. Je ne sais pas comment vous gérez cette situation, mais je pense que vous avez le droit de savoir ce que fait votre conjoint dans votre dos. Je n'espère pas vous mettre en colère. J'espère seulement que vous agirez avec sagesse pour votre fils et pour vous-même. J'ai appuyé sur le bouton envoyer et je suis resté un long moment assis, hébété. Je ne ressentais ni satisfaction ni douleur, juste une fatigue qui m'envahissait du cœur jusqu'au bout des doigts. J'avais l'impression d'avoir puisé jusqu'à la dernière once de mon sang-froid pour faire quelque chose que j'aurais autrefois jugé lâche. Mais ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. Si Thomas avait été célibataire, la faute aurait été celle de Chloé. Mais il avait une femme et un enfant, et il menait une double vie, semant le désastre dans plusieurs foyers sans que personne ne le sache. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. « Bonjour, je suis Élodie Martin, la femme de Thomas. J'ai lu votre email. Merci de ne pas être resté silencieux. » J'ai simplement répondu « Je suis désolé que vous soyez impliqué dans cette histoire. » Elle a renvoyé un message « Non, je m'occuperai de mes affaires. Mais si vous avez besoin d'un témoin pour votre divorce, je serai ravi de vous aider. » J'ai admiré cette femme. Elle n'a pas fait de scandale, ne s'est pas vengée, n'a pas tout exposé sur Internet. Elle a choisi la voie la plus sage pour se protéger, elle et son enfant, d'un mari qui ne le méritait pas. Je ne sais pas ce qu'elle a fait ensuite, mais une semaine plus tard, Chloé a soudainement démissionné. Je l'ai entendue au téléphone avec une amie. Sa femme a dû faire un scandale. Le directeur m'a demandé de démissionner. Je suis fatigué de toute façon. C'est mieux de faire une pause. Ma femme ne savait pas que c'était moi qui avais envoyé les preuves. Elle pensait que je subissais encore, que j'étais ce mari docile qui avait tout enduré pendant toutes ces années. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé vivre avec cette idée. Mais quelques jours plus tard, dans son regard, j'ai compris qu'elle réalisait peu à peu que quelque chose avait changé. Ce n'était plus un regard de pitié, ni un silence arrogant. C'était de la peur que je ne sois plus indulgent, la peur que je ne pardonne plus. Un soir, alors que je travaillais, Chloé s'est tenue, hésitante, devant la porte. Elle a dit d'une petite voix « Je sais que je n'ai plus aucun droit, mais merci de ne pas avoir blessé l'enfant. Je sais aussi que c'est toi qui as envoyé l'email à Élodie. Je ne t'en veux pas. » Sans me retourner, j'ai répondu « Je n'ai rien fait pour toi. Je l'ai fait pour Léo. Et pour les femmes qui méritent de vivre heureuses sans être trahies. » Chloé est restée silencieuse. Elle a tourné les talons sans plus rien dire. Le lendemain matin, elle a fait ses valises et est partie chez ses parents à Versailles. Pas d'adieu, pas d'étreinte pour son fils. Je ne l'ai pas retenue. Je savais qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir. Et moi, j'avais besoin de temps pour nettoyer les décombres d'un mariage que j'avais essayé de protéger de tout mon cœur. Ce jour-là, en nettoyant la maison, chaque recoin était un souvenir. Le canapé où Chloé s'endormait en tenant son fils. La table à manger où elle m'avait gentiment grondé pour avoir renversé la sauce soja. La cuisine où j'avais essayé d'apprendre en secret à cuisiner son plat préféré pour son anniversaire. Tout était resté. Seules les personnes avaient changé. Je me suis arrêté devant la chambre de Léo, j'ai ouvert la porte et je suis entré. L'enfant construisait des blocs et m'a fait un grand sourire en me voyant. « Papa, demain c'est dimanche, on va se promener ?» J'ai pris mon fils dans mes bras et j'ai hoché la tête. « Oui, on ira où tu veux, mon fils. » Mon fils était le seul cadeau qui me restait de ce mariage brisé. Et j'ai juré que, quoi qu'il arrive, je ne laisserai personne me prendre ce dernier bonheur. Pour mon fils, je vivrai plus droit que jamais.
Pas pour être plaint par quelqu'un, mais pour ne pas avoir honte de moi-même. Après le départ de Chloé pour Versailles, notre petit appartement est devenu étrangement silencieux. Plus de bruit de pas familiers à 6 heures du matin, plus d'odeur de parfum flottant sur la veste accrochée à la porte, plus de mélange de conversations et de disputes. Il ne restait que nous deux, père et fils, nous appuyant l'un sur l'autre pour traverser les premiers jours d'une nouvelle vie. Je pensais que tout se réglerait en douceur. Les papiers du divorce étaient déposés, Chloé était partie de son plein gré et n'avait rien demandé. Mais une semaine plus tard, j'ai reçu une convocation du tribunal. Chloé avait officiellement déposé une demande de garde pour notre fils. Je suis resté figé devant le document. Mon cœur a raté un battement. Ma femme voulait Léo. Après tout ce qui s'était passé, après avoir signé elle-même les papiers, après avoir décidé de quitter cette maison, elle essayait de me prendre la seule chose que je ne pourrais jamais perdre, mon fils. Je ne comprenais pas ses motivations. Peut-être avait-elle peur du regard des autres, ou peut-être voulait-elle se racheter en s'accrochant à quelque chose par culpabilité. Mais quelle que soit la raison, le simple fait de demander la garde après avoir abandonné le domicile familial suffisait à prouver qu'elle n'était pas encore prête à être une mère sérieuse. J'ai immédiatement appelé mon avocat pour obtenir des conseils détaillés. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas garantir à 100% que j'obtiendrais la garde. Même si la faute incombe à votre femme, le tribunal privilégie généralement le fait que l'enfant reste avec sa mère, surtout quand il est jeune. Pour obtenir la garde de Léo, Monsieur Moreau, vous devrez prouver que vous avez toutes les conditions nécessaires pour l'élever, tant sur le plan financier que psychologique. Et le plus important, c'est de prouver que la mère, elle, n'a pas ces conditions. Ces mots m'ont pesé. Je ne voulais pas dénigrer ou accuser la mère de mon enfant. Mais je ne pouvais pas non plus confier Léo à quelqu'un qui avait fait entrer un étranger à la maison et qui avait dit elle-même ne plus avoir de sentiments pour cette famille. J'ai recommencé à rassembler tout ce qui pourrait m'aider dans mon dossier. Contrat de travail, fiche de paie, acte de propriété de l'appartement, des photos de notre quotidien avec Léo, et j'ai imprimé tous les messages, photos et enregistrements, qui montraient l'instabilité psychologique et le comportement de Chloé. Mon but n'était pas de l'humilier, mais de prouver au tribunal qu'à ce stade, j'étais la personne la plus apte à m'occuper de Léo. Pendant que je préparais mon dossier, Chloé est restée silencieuse. Pas un appel, pas un SMS pour prendre des nouvelles de son fils. C'était étrange. Une mère qui demande la garde ne demandait pas comment allait son enfant, s'il mangeait bien, s'il dormait bien. Ce comportement contradictoire n'a fait que renforcer ma détermination. Le jour de la première audience de conciliation, j'ai emmené Léo avec moi, comme preuve vivante. Il portait une chemise bleu ciel, me tenait fermement la main et regardait autour de lui, curieux, dans ce tribunal inconnu. Chloé est arrivée en retard. Vêtue d'une longue robe, le visage masqué, elle s'est arrêtée un instant en me voyant. Son regard vers notre fils semblait vouloir courir le prendre dans ses bras, mais elle est restée sur place. Quand le juge lui a demandé pourquoi elle voulait la garde, elle a répondu brièvement « Parce que je suis sa mère ». Le juge a hoché la tête et a demandé à nouveau « Comment comptez-vous subvenir aux besoins de l'enfant actuellement ?» Chloé est restée sans voix un instant, puis a répondu « Je suis en pause professionnelle et je cherche un nouvel emploi ». Je l'ai regardée, pas avec reproche, mais avec pitié. Sans travail, sans logement à elle, comment pouvait-elle prétendre élever un enfant en pleine croissance ? Savait-elle vraiment le fardeau qu'elle s'apprêtait à porter ? Mon avocat a présenté des preuves claires. J'avais un emploi stable, un logement, un cadre de vie adapté, et depuis le départ de Chloé, j'avais maintenu une vie régulière avec mon enfant. J'ai même fourni le carnet de santé de Léo, prouvant que je l'emmenais toujours chez le médecin et que je veillais attentivement à son alimentation et à son sommeil. Quand ce fut son tour de répliquer, Chloé n'a rien dit et a baissé la tête. Elle savait probablement qu'elle ne pouvait pas gagner. Mais je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. À la fin de l'audience, Chloé s'est approchée et m'a légèrement tiré le bras. « Julien, je sais que je n'ai aucun droit d'élever notre enfant. Mais s'il te plaît, laisse-moi voir Léo une fois par semaine. Je ne te dérangerai pas, je veux juste le voir grandir. » Je l'ai regardé. Mon cœur a un peu vacillé. Mais j'ai gardé mes distances et j'ai dit « Je suivrai la décision du tribunal. Si le tribunal l'autorise, je ne m'y opposerai pas. Mais Chloé, si tu veux vraiment être une mère, tu dois changer. Pas pour moi,
mais pour ton fils. J'ai vu le contour de ses yeux rougir, mais cette fois, elle n'a pas pleuré. Peut-être que ses larmes s'étaient déjà taries au cours de ces derniers mois où elle avait franchi tant de limites morales. Quelques semaines plus tard, le tribunal m'a accordé la garde exclusive de Léo. Les raisons invoquées étaient ma situation financière stable, mon logement indépendant, et le fait que je m'étais occupé personnellement et continuellement de l'enfant au cours des 6 derniers mois. En revanche, la mère n'avait pas pu prouver sa capacité à l'élever. En entendant le verdict, mes mains ont tremblé. Pas de peur, mais de soulagement. J'avais enfin réussi à protéger ce qui m'était le plus cher dans la vie. Après le procès, Chloé est sortie la première et est montée en silence dans la voiture de sa famille qui l'attendait. Je ne l'ai ni appelée, ni raccompagnée, ni regardée en arrière. Je me suis juste penché pour serrer la main de Léo et nous sommes rentrés à la maison, en me promettant intérieurement, à partir de maintenant, papa sera à la fois papa et maman. Papa n'a plus besoin de personne. Tant que mon fils grandit bien. Ce soir-là, en couchant mon fils, Léo a murmuré « Papa, est-ce que maman m'aime toujours ?» Je me suis arrêté un instant. J'ai ravalé les larmes qui me montaient à la gorge, j'ai caressé ses cheveux et je l'ai embrassé sur le front. Bien sûr, maman t'aimera toujours. C'est juste qu'en ce moment, elle est loin et elle a des choses à faire. Mais papa, lui, sera toujours là, à tes côtés, tous les jours. Léo a hoché la tête, s'est tourné vers le mur, a serré son oreiller et s'est endormi. Je suis resté longtemps assis à côté de lui. En le regardant, je me suis demandé, cette blessure restera-t-elle toute sa vie? Ou le temps l'effacera-t-il? Je n'en étais pas sûr, mais je savais qu'à partir de maintenant, je ne devais plus faiblir, ni avoir peur, ni m'effondrer. Il ne me restait que cet enfant, et j'avais déjà trop perdu pour me permettre de perdre une seule fois de plus. 1 an s'est écoulé depuis que le tribunal m'a accordé la garde. La vie de notre duo père-fils a trouvé un nouveau rythme. La vieille maison est restée la même. La table de la salle à manger est toujours l'endroit où Léo et moi nous asseyons face à face chaque jour, et le salon est notre espace pour jouer, faire les devoirs et regarder des dessins animés. La seule chose qui a changé, c'est que personne ne sort plus de la chambre à coucher chaque matin. Il n'y a plus de bruit de pas familiers, ni d'odeur de parfum porté par le vent. Tout est plus paisible, plus ordonné, mais aussi un tout petit peu plus solitaire. Les premiers mois, il m'arrivait de me réveiller en sursaut au milieu de la nuit, croyant entendre le bruit de la porte qui se verrouille. Inconsciemment, je préparais 3 bols de riz au lieu de 2, je versais 3 verres d'eau au lieu de 2. Mais peu à peu, j'ai appris à vivre avec ce vide, pas en essayant de le combler, mais simplement en acceptant son existence. Léo a grandi beaucoup plus vite que je ne le pensais. Il ne pose plus autant de questions sur sa mère qu'avant. Parfois, il me dit à l'improviste « Maman doit être super occupée en ce moment, papa ?» Dans ces moments-là, je me contente de sourire et de répondre « Oui, probablement. Mais elle pense toujours à toi, tu sais. » Je ne sais pas où se trouve Chloé maintenant. Depuis le procès, elle ne m'a pas contacté. Chaque mois, elle envoie la pension alimentaire. Le montant n'est pas élevé. C'est symbolique, mais je l'accepte pour que plus tard, Léo sache que sa mère avait aussi un sens des responsabilités. Un jour, Élodie, l'ex-femme de Thomas, m'a envoyé un message pour me dire que Chloé et Thomas s'étaient séparés. Apparemment, Élodie était allée jusqu'au bureau de Thomas et avait fait un scandale. Thomas a perdu son travail, sa femme est partie avec leur enfant, et Chloé travaillerait dans une petite boulangerie, vivant seule et discrètement. Elle n'apparaîtrait plus sur les réseaux sociaux. En apprenant la nouvelle, je n'ai ressenti ni satisfaction ni pitié. Juste de la lassitude. On récolte ce que l'on sème, c'est tout. Je pensais que je haïrais ma femme toute ma vie, mais le temps apaise les esprits. Un soir, après que Léo se fut endormi, je me suis assis seul sur le balcon, contemplant le paysage urbain en contrebas. Je me suis soudain souvenu des débuts de notre relation. Le rire de Chloé la première fois que je l'ai présentée à mes parents, sa petite main douce qui serrait la mienne le jour de notre mariage, et ses larmes de bonheur quand elle a appris qu'elle était enceinte. Tout cela était réel. À une époque, c'était réel. C'est juste que, par la suite, elle les a perdus. Ou plus exactement, nous nous sommes perdus. Pas à cause d'une seule trahison, mais à cause d'un long silence et d'une indifférence mutuelle. Nous pensions que l'amour suffisait, et nous avons oublié qu'un mariage, c'est comme un arbre
qu'il faut arroser chaque jour. Si on ne l'arrose pas, il se dessèche, et si on l'arrose trop, ses racines pourrissent. J'ai eu ma part de responsabilité. Je ne cherche pas à justifier la trahison de Chloé. Mais si j'avais été plus attentif à elle, si je lui avais dit plus souvent que je l'aimais, si je l'avais regardée comme une femme et pas seulement comme la mère de mon enfant, peut-être que tout aurait été différent. Peut-être. Je n'en suis pas sûr. Parfois, les gens changent, tout simplement. Un dimanche après-midi, alors que Léo et moi assemblions un robot dans sa chambre, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte, et Chloé se tenait devant moi. Elle était plus mince, ses cheveux étaient plus courts, et elle portait une chemise blanche et un jean. Elle tenait une petite boîte à gâteaux à la main. Elle est restée silencieuse un instant, puis a dit « Désolé de venir sans prévenir. J'ai juste apporté des galettes que j'ai faites pour Léo. » J'ai hésité un instant, puis je l'ai invitée à entrer. Elle a regardé autour d'elle, et en voyant que tout était comme avant, le contour de ses yeux s'est humidifié. Léo a couru vers elle en criant « Maman !» et s'est jeté dans ses bras. Elle a longuement serré son fils dans ses bras, pleurant en silence. Je n'ai pas voulu interrompre ce moment, et j'ai détourné la tête. Même si c'était une étreinte tardive, après des mois de séparation, il méritait de se retrouver. Ensuite, nous nous sommes assis face à face pour la première fois en 6 mois. Sans dispute ni reproche, nous avons juste pris des nouvelles, parlé de petites choses concernant l'enfant et fait la promesse de ne plus disparaître. Quand elle est partie, je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte sans dire un mot. Avant de partir, elle s'est retournée et m'a dit doucement « Merci d'avoir si bien élevé notre enfant. Et merci de ne pas lui avoir appris à me haïr. » J'ai simplement dit « Un enfant a besoin de sa mère. Même si tu n'es plus ma femme, tu seras toujours la mère de cet enfant. » Elle a hoché la tête et a tourné les talons. Sa petite silhouette a peu à peu disparu au bout de la longue allée, baignée par le soleil de l'après-midi. J'ai refermé la porte et je suis rentré. Léo jouait toujours avec enthousiasme, son visage étrangement serein. Peut-être que pour un enfant, le bonheur, c'est simplement que son père et sa mère l'aiment tous les deux. C'est peut-être suffisant. Et pour moi, le bonheur, c'est maintenant de voir mon fils grandir chaque jour dans la sérénité, sans mensonge ni larmes. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Si un jour Chloé fondera une nouvelle famille, si Thomas aura une chance de se relever, ou si moi-même j'ouvrirai à nouveau mon cœur. Mais une chose est sûre, j'ai pardonné. Pas pour Chloé, mais pour moi-même. J'ai pardonné ces dernières années où j'ai tout donné sans réussir à garder une personne. J'ai pardonné le moi stupide, le moi en colère, et même ces moments de faiblesse où j'ai failli m'effondrer. J'ai pardonné pour alléger mon cœur, pour avancer sans porter le fardeau des souvenirs amers. Le pardon, ce n'est pas permettre à quelqu'un de nous blesser à nouveau, c'est refuser de s'emprisonner soi-même dans la douleur passée. La fin ne signifie pas toujours la perte. C'est parfois un autre commencement, plus léger et plus profond. Si parmi ceux qui écoutent cette histoire, certains se trouvent dans une situation similaire ou ont été au bord du gouffre de la trahison, souvenez-vous de ceci. On ne peut pas retenir quelqu'un qui ne veut pas rester par la seule force de l'amour. Et la gentillesse n'est pas une raison pour que l'autre reste fidèle. Vivez droitement, mais sachez aussi vous aimer vous-même. N'oubliez pas qu'en donnant tout à une personne, il faut garder un morceau de votre cœur pour vous-même, pour pouvoir vous relever lorsque votre cœur, lui aussi, a été blessé. Je suis Julien Moreau. J'ai été un mari, je suis maintenant un père, et je suis un homme qui a appris à pardonner, non pas pour que l'autre revienne, mais pour sa propre paix. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Quelque part, il y a peu, être quelqu'un d'autre qui a besoin de surmonter sa douleur en se sentant un peu moins seul. Merci de m'avoir écouté.